Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 8e Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui avec Agnès Pannier-Runacher, ministre auprès du ministre de l'Économie et des Finances, en charge notamment de l'attractivité économique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va juste faire une petite incise dans l'actualité. Ce midi, le Premier ministre a dévoilé le projet pour la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'il faut en retenir selon vous ? Je crois qu'il faut d'abord en retenir que c'est une refondation de notre système de retraite. À la différence de toutes les réformes qui ont pu toucher la question des retraites, ce n'est pas une réforme paramétrique, c'est une réforme en profondeur qui repose sur 3 principes. Premier principe, l'universalité. En gros, même travail, même cotisation, même retraite. C'est très simple et pourtant ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le deuxième principe, c'est un principe d'équité et je dirais même de solidarité. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les femmes, elles ont 42% de moins de retraite que les hommes. Et ça, ce n'est pas seulement le salaire, puisque le salaire, c'est 25% de moins. Donc, il y a une inégalité devant les retraites et ça, nous voulons le corriger. C'est pareil pour les agriculteurs. Les agriculteurs, ils sont très peu nombreux à avoir une retraite de 1 000 € minimum, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et puis le troisième principe, c'est la responsabilité. Parce que sérieusement, qui peut dire à ses enfants, les yeux dans les yeux, tu sais quoi, moi je vais prendre ma retraite, c'est toi qui finances, mais en fait, tel que c'est conçu, tu vas devoir me financer moi, et en plus on ne sait pas très bien qui payera ta retraite. Donc ça, c'est pas acceptable, et on prend nos responsabilités, c'est difficile, c'est une réforme dont on assume le caractère, je dirais, un peu poil à gratter, mais c'est une réforme de responsabilité par rapport à nos enfants et par rapport aux Français qui, aujourd'hui, en fait, ont un vrai doute sur leur retraite future. Du coup, pour revenir à notre sujet et à votre sujet un peu d'expertise, depuis 1 an, il y a eu de nombreuses manifestations en France et de nombreux commerçants et artisans ont souffert de ces manifestations. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour eux et est-ce qu'il va y avoir des actions en leur faveur ? Alors déjà, on a des actions qui ont été mises en œuvre en leur faveur depuis le 26 novembre 2018, c'est-à-dire une semaine après le démarrage des manifestations des Gilets jaunes. On a déclenché ce qu'on appelle la cellule de continuité économique du ministère de l'Économie et on a réuni très régulièrement l'ensemble des fédérations et des représentants et on a pris ensemble des mesures pour les commerçants. Quelles sont ces mesures ? Des reports d'échéances de cotisation sociale, de cotisation d'impôts, d'imposition, la possibilité de bénéficier de mesures de chômage partiel, donc c'est le ministère du Travail qui finance le salaire de vos salariés le temps qu'ils ne travaillent pas parce que vos boutiques est coincée le samedi. Des mesures également permettant de travailler plus facilement le dimanche pour rattraper le chiffre d'affaires perdu. Et on l'a fait en allant au plus près des commerçants, c'est-à-dire que dès janvier et début février, j'ai mis en place des brigades volantes pour aller faire le tour des rues commerçantes qui étaient touchées et pour remplir avec les commerçants les dossiers de demande d'aide. Parce qu'on sait que les indépendants, ce n'est pas naturellement leur réflexe de prendre leur téléphone et de dire au fisc « Allô, j'ai un problème pour payer mes échéances, comment je fais ?» Donc on les a amenés à le faire et quand on regarde 10 mois après je dirais le bilan, ce qu'on observe c'est qu'on a réussi à reporter 300 millions d'euros de cotisations sociales et plus de 100 millions d'euros d'imposition. Et aujourd'hui, on est confronté sous une forme différente à des difficultés pour les commerçants. Aujourd'hui, elles touchent beaucoup le tourisme et beaucoup l'Île-de-France. Donc elles ne sont pas exactement les mêmes que la dernière fois. Néanmoins, ce que nous disent les fédérations, c'est réactiver le plan parce que ça a bien marché la dernière fois et donc on a besoin de ça. Sur une perspective plus large et pour rester près des commerçants, on arrive maintenant à une période de Noël. Du coup, se pose la question des achats sur Internet. Comment est-ce qu'on peut faire pour du coup, favoriser ces commerces de proximité en ces périodes de fête ? Alors, dans le droit fil du plan entre guillemets Gilets jaunes qu'on avait lancé, on a aussi fait un plan de relance commerciale pour attirer les Français dans les centres-villes et retrouver le goût de passer chez leurs commerçants de proximité, de discuter et de créer ce lien social qui est si important sur les territoires. On a fait donc un plan de relance commerciale, on a mis 6 millions d'euros dans 35 villes, 600 000 € à Paris et il est en train de se dérouler en ce moment, ce qui tombe assez bien. La deuxième chose qu'on a fait, c'est que la semaine dernière, on a lancé une opération « J'aime mon commerce de proximité » en s'appuyant sur une initiative qui venait de la CCI de Paris et qu'on a disséminée sur l'ensemble du territoire.
de façon à ce qu'il y ait ce message en continu, non seulement sur les médias sociaux, mais également repris par la télévision, TF1 entre autres, pour donner envie et finalement faire que les Français deviennent consommateurs, c'est-à-dire que dans leur acte de consommation, ils assument leurs responsabilités, ils disent des choses, de même que quand ils vont voter, ils disent des choses de ce qu'ils attendent en termes de modèle politique. Donc, vous êtes des consommateurs, c'est vous qui avez le pouvoir. Et moi, mon message, c'est aller chez vos commerçants de proximité en ce moment, aller chez ceux qui ont les démarches peut-être qui correspondent le plus à vos aspirations de responsabilité sociale, de responsabilité environnementale, peut-être de Made in France, et vous ne serez pas déçus. On va laisser les commerçants un peu de côté et on va passer à la reconquête industrielle. C'est un autre sujet dont on entend régulièrement parler. Et les Français se demandent un peu qu'est-ce que c'est concrètement et qu'est-ce que vous avez comme chantier que vous avez commencé à entreprendre là-dessus. Alors, la reconquête industrielle, c'est d'abord un constat. Entre 2000 et 2016, on a détruit 1 million d'emplois. En 2017, en 2018 et en 2019, on recrée de l'emploi. Et ça, ce n'est pas de la magie, c'est une action politique qui l'a permis. Cette action politique, elle repose d'abord sur les décisions qu'on a prises en début de quinquennat et qui ont donné un choc de confiance pour l'industrie. C'est le travail qu'on a fait sur la fiscalité du capital et des entreprises parce qu'on peut le tourner comme on veut et on sait la réactivité qu'il y a eu à la disparition de l'ISF, mais lorsqu'on regarde sur le temps long, l'ISF a détruit des entreprises, a empêché des transmissions et elle a créé une grosse différence, notamment avec l'Allemagne, où en Allemagne, on a un Mittelstand, donc un tissu d'entreprises de taille importante qui ne sont pas des grands groupes, qui sont extrêmement ancrés dans les territoires, très puissants, et ils en ont beaucoup plus que nous, 2 fois plus que nous, et plus grosses. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne a 23% de son économie qui repose sur l'industrie, là où la France aujourd'hui a à peu près la moitié de ce pourcentage. Comment on fait la reconquête industrielle après avoir posé ce cadre? Je pense aussi aux ordonnances travail qui ont joué un rôle très important et à la réforme de l'apprentissage. Donc comment on fait cette reconquête industrielle? Il faut travailler dans 2 directions. D'abord, filière par filière pour monter des projets communs. Les entreprises, elles ne peuvent pas faire la bataille de la concurrence mondiale toutes seules, au moins sur des projets d'innovation, sur des projets de plateforme numérique. Lorsqu'il faut partir à la conquête des parts de marché à l'international, il faut être groupé. Les Allemands et les Italiens l'ont bien compris. Ils chassent en meute. À nous de faire pareil et on a des projets dans 18 filières qui vont dans ce sens-là. Et puis, il faut partir des territoires parce que l'industrie, c'est ce qui crée de la richesse sur les territoires. On ne le sait pas suffisamment, mais un emploi dans l'industrie, non seulement induit 4 emplois dans l'industrie et les services, parce que c'est tous les services qui se mettent autour pour faire fonctionner le site industriel. Et puis c'est le café, où vont prendre leur café les opérateurs de l'usine. Mais c'est aussi des emplois qui sont mieux payés que les autres secteurs d'activité. Et donc c'est cette classe moyenne que nous avons besoin d'accompagner et de remettre sur l'ensemble des territoires plutôt que de les regrouper dans les agglomérations. Sur les territoires, on a lancé un dispositif qui s'appelle Territoire d'industrie. La logique est très simple, on part des besoins des industriels, on les met avec des chefs de projet qui représentent les élus locaux, on les fait travailler sur des fiches actions pour mettre en commun leurs moyens et nous dire quels sont leurs besoins. Leurs besoins peuvent être de différentes natures. Il faut peut-être créer une antenne d'un CFA spécialisé dans la soudure. Il faut peut-être mettre en place un dispositif pour packager des offres pour accueillir des cadres sur le territoire où on a à la fois le logement, l'école, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas si facile que ça de faire déménager des cadres pour aller dans des zones un peu éloignées des agglomérations. Donc c'est 4 chapitres: attirer, innover, les compétences et la simplification. Également un sujet très important qui remonte de partout des territoires. Aujourd'hui, on a une centaine de contrats qui sont signés sur 146 territoires d'industrie et plus de 1000 actions qui sont lancées avec 300 millions d'euros d'engagés. Ça fait 1 an qu'on travaille sur ce sujet et vous voyez, c'est tout de suite très concret. Justement, vous avez récemment, avec le président de la République, vous avez échangé avec les salariés de Whirlpool, je crois. Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement la situation et ce que le gouvernement compte faire pour la suite? Alors, Whirlpool, c'est une histoire au long cours, peut-être rappeler les épisodes précédents. Whirlpool décide de fermer un site pour rapatrier une partie de leur production dans un autre site, à l'extérieur de la France.
et à cette occasion-là licencie l'ensemble de ses salariés. Et le gouvernement de l'époque, qui se trouvait être le gouvernement de François Hollande à la fin du quinquennat, travaille avec Whirlpool en mettant une pression très forte et comme ça arrive souvent dans ces dossiers d'entreprises en difficulté, et obtient que Whirlpool finance une opération de reprise. Ils vont chercher et trouver un repreneur qui va monter une société qui s'appelle WN. Cette reprise, elle est faite avec 165 salariés et sur un plan d'affaires qui est une quasi-start-up. Donc c'est une prise de risque entrepreneuriale. Tout le monde l'assume à ce moment-là. Emmanuel Macron est élu. Il soutient cette opération de reprise parce que c'est la seule qui est sur la table et qui permet de remettre de l'activité industrielle sur un site qui allait devenir une friche industrielle et de reprendre une partie des salariés. Un an plus tard, le projet du repreneur bat de l'aile. Et nous sommes intervenus avec les services de l'État, d'abord pour mettre le repreneur face à ses responsabilités, parce que souvent, comme tout créateur d'entreprise, il était un petit peu dans le déni, donc pour lui faire reconnaître que c'était plus difficile qu'attendu. On a fait valider par un cabinet conseil le fait que sa stratégie était néanmoins fondée, mais qu'en revanche, il lui manquait un certain nombre de compétences commerciales et que lui-même n'était peut-être pas l'homme de la situation, comme cela arrive parfois. On a donc organisé une reprise au mois de juin. Moi, je suis allée parler aux salariés repris de WN 2 fois en assemblée générale avec tout le monde dans la place pour leur expliquer où on était, qu'on était en cessation de paiement, qu'on travaillait sur une solution de reprise, que tout le monde ne serait pas repris. Et ce qu'on a fait également, c'est qu'à la différence des process habituels, et on est en train de le déployer un peu partout sur le territoire aussi dans des situations équivalentes, on a demandé à Pôle emploi de ne pas attendre qu'on ait trouvé un repreneur ou que la société soit liquidée, ou en fait que la destination juridique soit trouvée, mais de venir voir les salariés et de leur expliquer quels étaient leurs choix. Parce qu'un salarié qui a des choix, ce n'est pas du tout la même chose qu'un salarié qui subit. Et donc Pôle emploi est intervenu très tôt, 2 mois avant que les salariés non repris aient été licenciés, pour leur expliquer quel était l'état du marché de l'emploi, comment se préparer à rebondir, quels étaient leurs droits, et pour leur expliquer qu'est-ce qu'était le contrat de sécurisation professionnelle que nous mettons dans ce type de situation. Un contrat de sécurisation professionnelle, ça vous garantit pendant 24 mois, grosso modo 90% de votre salaire antérieur pour vous laisser le temps de chercher. Et lorsque vous trouvez qu'il y a un écart de rémunération, parce que ça arrive souvent, vous quittez des groupes où vous aviez plutôt une bonne rémunération et vous allez dans des sociétés plus petites où vous avez une moins bonne rémunération, ce contrat rattrape la différence pendant ces 24 premiers mois en faisant l'hypothèse qu'une fois que vous êtes intégré dans l'entreprise, en fait, votre salaire va converger vers celui que vous aviez auparavant. Donc, c'est comme ça que nous avons lancé les choses. Avec le président de la République, il nous paraissait important de montrer qu'il ne se défaussait pas, qu'il était capable, qu'il était présent dans les moments heureux, comme au moment de la reprise, dans les moments de doute, comme dans ce redémarrage de l'entreprise avec seulement 44 salariés repris au démarrage, 100 en cible, et qu'on avait en fait cette disponibilité et cet engagement, c'est-à-dire que l'engagement du président de la République était d'être à leur côté et de se battre pour trouver des solutions. Il n'était pas de dire j'ai trouvé la solution magique qui répond à toutes vos questions. Et donc il l'a montré à cette occasion. Ce qu'on peut regretter, c'est que pendant cet échange, ce n'est pas beaucoup les salariés de Whirlpool, de WN qui ont parlé, c'est beaucoup les salariés qui étaient dans l'épisode 1 et qui ont porté un message qui avait été un peu préparé de manière politique avec un député que nous connaissons tous, qui est François Ruffin, et qui a mis en scène les choses. Moi, je le regrette parce que je pense que ça a fait un peu du mal aux salariés de WN. Ils sont allés me voir à la fin en disant « mais nous, on voulait parler et c'était de nous qu'on parlait et on ne comprend pas pourquoi il y a eu ce détournement politique. » Mais on continue à travailler à leur côté. Moi, je serai demain à Amiens pour faire justement le suivi, loin des caméras de télévision, mais surtout concentré sur ce qui est important, c'est-à-dire leur devenir à eux, parce que c'est ça qui compte pour nous. Autre sujet, le pacte productif.
Le président il a annoncé en avril dernier donc, ce pacte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est concrètement? Quels sont les ministres qui vont travailler sur ce pacte-là? Et du coup, quelles sont les mesures qui, dans le futur, vont être mises en place? Le pacte productif, c'est la volonté de lever la tête du guidon et de regarder loin pour savoir où doit être notre système de production, nos activités privées françaises pour à la fois satisfaire nos ambitions de transition écologique et énergétique et conserver une position industrielle de leader dans les 10 premiers mondiaux et ne pas être déclassé. Donc ça veut dire anticiper ce qui dans 10 ans seront les grandes innovations qu'il ne faudra pas avoir ratées, anticiper les transformations de compétences et le fait qu'il va falloir adapter notre système de formation parce qu'on va avoir de plus en plus besoin de compétences dans le numérique, de compétences dans la transition écologique et énergétique. Donc il faut l'anticiper d'ores et déjà, savoir où on investit en termes d'innovation de rupture et savoir quels sont les éléments où on doit absolument améliorer la compétitivité de nos entreprises. Et on se compare essentiellement aux Européens. On n'a pas la vocation à être des pays low cost comme le Vietnam, comme le Bangladesh. On pense qu'il faut assumer avec fierté notre modèle social et environnemental. En revanche, quand on se compare à la Suède, quand on se compare à l'Allemagne, on voit qu'on a encore pas mal de progrès à faire. Donc on a 6 groupes de travail avec des ministres qui chacun travaillent sur leur sujet. Didier Guillaume sur l'agriculture, Frédérique Vidal sur l'innovation avec Bruno Le Maire, Cédric O, sans surprise, sur le numérique, Elisabeth Borne sur la partie énergie, moi-même sur l'industrie et en transversal, Muriel Pénicaud sur les sujets de compétences. Sur cette base-là, on est en train d'établir un projet qui est à la fois d'action et qui va nourrir un prochain plan d'investissement d'avenir, le PIA 4, quelles sont nos priorités d'investissement dans l'innovation et dans l'innovation de rupture, mais également des mesures que je porte, notamment de simplification administrative pour faire en sorte que nos entreprises puissent créer de nouveaux sites ou étendre des sites sans toucher à la réglementation environnementale, c'est-à-dire à nos exigences, mais en étant plus rapide. Donc c'est une façon différente de travailler, c'est en parallélisant les process, en faisant attention à ce que des administrations ne s'endorment pas sur les dossiers, à ce qu'on soit tous mobilisés pour traiter très vite et dire oui ou non à un porteur de projet, ne pas lui faire perdre son temps et d'ores et déjà repérer des friches industrielles où on peut facilement installer des sites parce que rien de pire qu'artificialiser de nouveaux terrains alors qu'on a des friches industrielles presque prêtes à l'emploi. On travaille également sur la compétitivité, les impôts de production. Nous allons faire des propositions au Premier ministre et au Président de la République pour proposer une trajectoire de baisse des impôts de production. Pour fixer les idées, l'impôt de production, c'est ce que vous payez avant d'avoir gagné 1 euro. C'est un problème pour les entreprises. Vous avez dans ces impôts des impôts qui sont 100% État. Donc ça, on doit être capable de prendre la décision tout seul. Et vous avez des impôts qui financent les collectivités locales. Donc là, il faut travailler avec celles-ci. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en gros, nos impôts de production, ils représentent 7 fois en part du PIB ce que ça représente en Allemagne. Donc clairement, on n'est pas sur le bon niveau. Et surtout, ça s'est accru beaucoup ces dernières années. Et c'est un problème pour les entreprises. Donc, impôts de production, simplification, innovation, compétences, avoir une vision des compétences dont on a besoin, pas au plan national, mais bassin d'emploi par bassin d'emploi, et agriculture, comment on transforme notre façon de produire dans l'agriculture pour être plus efficace et avoir des filières plus puissantes en France et à l'international. Voilà, c'est très vite parce que je n'ai pas parlé d'énergie et de la façon dont Elisabeth travaille sur comment avoir une énergie qui soit plus compétitive tout en ayant en arrière de la tête le sujet de la décarbonation. Donc c'est un projet très vaste, extrêmement motivant, très positif et qui doit nous placer dans cette position de leader dans les 10 années qui viennent plutôt que de suiveur. Une dernière question, c'est une interrogation qui est revenue énormément à votre annonce de votre venue au live ici. Quelles sont les ambitions de la France sur le sujet de la 4G? La 5G. La 5G, pardon. Je crois. La 5G. Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les Français?
Alors, la 5G, c'est une technologie de rupture qui va à la fois pour les Français, je dirais, dans leurs loisirs, changer complètement les expériences d'immersion dans les jeux et dans des mondes virtuels. Ça, c'est un premier objet. Ce n'est pas celui qui concentre totalement notre attention, pour dire vrai. Ce qui concentre notre attention, c'est tous les usages que nous allons pouvoir avoir en matière industrielle et de services. La 5G, c'est ce qui permet en fait à des objets mobiles reliés par de l'Internet des objets de fonctionner de manière automatisée. Donc vous pouvez imaginer qu'un port peut être totalement automatisé grâce à la 5G. Des applications type camion connecté, tracteur connecté, tout ce qui bouge en fait et qui n'a pas besoin, qui a besoin justement d'être mobile et pas d'être simplement relié par du très haut débit, peut fonctionner en 5G et ça ouvre énormément de possibilités et de gains de compétitivité. Notre ambition, c'est de se retrouver dans le top 5 des pays européens, là où, quand on est arrivé au gouvernement, on était dans les derniers, il faut quand même l'avoir en tête, hein, on était en 27e et 28e position sur la 4G et sur le très haut débit. Et c'est pour ça qu'on a mis les bouchées doubles avec Julien de Normandie pour doubler la vitesse de déploiement du très haut débit et tripler la vitesse de la 4G. Et ça, on sait que ça intéresse tous les Français, au travail comme à la maison. La 5G, on ne prend pas de retard, on met tout de suite dans le cahier des charges des objectifs très exigeants vis-à-vis des opérateurs, 240 mégabits par seconde de débit, avec un déploiement sur l'ensemble des territoires et l'idée qu'il y a un minimum de déploiement dans les zones dites rurales ou dans les territoires d'industrie dès le démarrage, qu'on ne commence pas par faire les grandes agglomérations. Alors, ça sera très utile dans les grandes agglomérations parce que ça va aussi permettre à des réseaux 4G qui souffrent un peu en termes de densité de communication d'avoir plus de puissance de feu. Mais au-delà de ça, on veut aussi que ce soit présent sur des territoires et permettre des nouveaux usages. Je vous donne un exemple, moi, qui me fait un peu rêver. Imaginez qu'on réponde au problème de la désertification médicale en installant des robots chirurgicaux et des équipes dans des centres hospitaliers partout sur le territoire, mais les professeurs, les PUPH qui sont très très forts pour prendre en charge certaines opérations, ils fonctionnent depuis leur CHU à Paris, à Toulouse, à Bordeaux. Ils peuvent opérer à Rodez ou dans n'importe quelle autre ville plus rurale. Et ça, Aurillac par exemple. Et ça, je pense que ça a vraiment beaucoup de valeur. Et ça, la 5G peut le permettre. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live avec Brune Poisson. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode en replay sur nos chaînes YouTube, Facebook et Instagram. Et on vous dit à la semaine prochaine.